Bien, bonjour. Nous abordons cette deuxième conférence brève que nous avons commencée dans le cadre d'une série de conférences brèves. Je le répète sur la philosophie et la science d'Extrême-Orient, le principe unique, euh, la méthode macrobiotique, mais surtout les applications du principe unique yin-yang, dont la macrobiotique est une des applications. Alors, je voudrais revenir sur les quelques points que j'ai donnés sur la première conférence. J'ai parlé de George Osawa, qui est le fondateur de la macrobiotique, mais aussi l'inventeur, le créateur d'une synthèse des anciennes philosophies et sciences d'Orient, d'Extrême-Orient, et qu'il a appelé sous un terme général, générique, philosophie et sciences d'Extrême-Orient. J'ai dit qu'il était docteur. J'employais le mot de docteur dans le sens d'enseignant, de transmetteur, docteur, transmetteur et d'enseignant. Mais il est évidemment surtout un thérapeute et un philosophe très rare qui a su allier dans sa philosophie l'Orient et l'Occident. Hein, nous savons que chez certains philosophes occidentaux, ils ont on ne sait pas si c'est avec ironie ou avec condescendance, ils ont posé cette question: existe-t-il une philosophie en Orient? Existe-t-il une philosophie orientale? La philosophie, pense-t-on en philosophe dans le monde oriental? Parce que pour eux, évidemment, la philosophie, elle est occidentale et elle est surtout grecque. Évidemment, c'est une façon dualiste, une façon clivée de voir le monde, une façon d'être myope et à moitié aveugle, de ne pas considérer qu'en Orient, il existe des hommes de science, des savants, et surtout des philosophes. Bien, au cours d'une prochaine conférence, nous irons un peu plus loin dans l'histoire, dans la connaissance des savants, des scientifiques, des philosophes, des sociologues, des médecins, de vrais thérapeutes orientaux, en Orient. Alors voilà, je voulais rectifier ce point. Euh, je voulais rectifier aussi deux mots que j'ai employés, Tao et Nirvana. J'ai dit que l'infini, l'expansion infinie, c'est-à-dire on parlait de yin-yang, et yin-yang, ce sont deux pôles qui rentrent en jeu quand l'expansion infinie se manifeste au point de bifurcation. C'est le premier théorème euh, créé donc par George Osawa pour définir le principe unique dans le monde, dans les univers dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire le monde temporel, le monde spatio-temporel, euh, et donc ce monde relatif. Et j'ai dit que le Tao et le Nirvana ne faisaient pas partie de ce monde non imaginaire qu'on ne peut pas concevoir, qu'on ne peut pas exprimer, qui est l'infini, l'expansion infinie, parce que le mot de Tao et de Nirvana, tel qu'il est employé, est plutôt employé dans un sens très relatif, sur le plan de l'énergie, et sur le plan de l'énergie provoquée par un dipôle yin-yang, et nous sommes dans la deuxième génération de la création
de la polarisation yin-yang, et non pas sur la première génération dont la source est l'infini. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus, et c'est au sens commun du terme, mais lorsqu'on utilise le terme de Tao au sens de l'infini, effectivement, Tao c'est l'infini, au sens que peuvent l'utiliser les très anciens philosophes chinois, taoïstes, quand ils parlent du Tao. Même chose pour le nirvana, bien qu'il existe d'autres termes pour ça. Et là, nous sommes dans la civilisation, la philosophie indienne. Bien, alors, ce que vous avez sous les yeux est, pour continuer ce que nous disions la dernière fois, ce sont 13 critères. Alors, il y en a 5 qui sont exposés. Nous verrons dans une première partie. Nous verrons la suite dans les autres parties. Ce sont des critères qui permettent de définir, de donner une représentation concrète, une représentation factuelle du yin-yang dans ce monde relatif, à partir des dimensions physiques, physiologiques, biologiques, psychosomatiques, et nous prendrons souvent comme exemple l'alimentation et la nutrition. Et je le répète, cette alimentation et nutrition est le levier, le propulseur le plus puissant qui puisse exister dans notre monde vivant, c'est-à-dire animal et humain, parmi tous les autres leviers, tous les autres vecteurs. L'alimentation et la nutrition, après la pensée, est le vecteur le plus puissant, beaucoup plus puissant que le vecteur ou la sphère sexuelle, et qui a été, comme on le sait, très propagé par ce psychologue qui s'appelle Sigmund Freud. La pensée, j'ai dit qu'elle était plus puissante, bien sûr, mais travailler comme certains ont essayé de le faire, notamment la plupart des philosophes ou psychologues occidentaux, travailler la pensée par la pensée, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. La pensée se travaille à partir de la biologie, et c'est à partir de la biologie que l'on peut revenir sur un travail sur la pensée. C'est donc un travail, un chemin d'aller-retour, de montée et de descente et de montée, qui permet véritablement de travailler la pensée, c'est-à-dire le monde spirituel. Alors, vous avez donc ici 5 critères: la forme, la couleur, l'odeur, la chaleur et le goût, qui permettent de savoir si un objet, un phénomène ou un aliment est yin ou yang. Alors dans la deuxième colonne de couleur mauve ou violette, chacun avec ses yeux, il verra une couleur qui est donc de ce type-là, c'est la colonne yin. Et sur la droite, en couleur orange, de tendance orange, vous avez la colonne yang, donc yin à gauche, yang à droite. Lorsque l'on veut très facilement savoir si un objet ou bien un aliment est yin ou yang, on peut utiliser la forme, et toute forme qui est verticale, dont le symbole c'est
qui représente le mieux cette forme yin, c'est le triangle inversé, c'est-à-dire la pointe est en bas, la base est en haut, c'est le symbole aussi du féminin, et donc tout aliment qui a une tendance à la verticalité, ou bien qui a une tendance à être ovale au sens vertical, eh bien est yin, et tout aliment ou objet qui a une tendance à être horizontal, c'est-à-dire par exemple comme un carré ou un triangle dont la base est en bas, est plutôt rond par exemple, est plutôt yang. Donc on prend un exemple très rapide. Lorsque vous voulez choisir par exemple des oignons, quand vous voyez un oignon qui est ovale dans le sens vertical, même s'il est biologique, eh bien, c'est un oignon qui est yin, alors que l'oignon qui est un peu plus aplati, qui est horizontal, est un oignon yang. Vous pouvez faire la même chose avec un fruit, comme par exemple le melon, et vous voyez toutes sortes de melons, et le melon qui est plus aplati, plus horizontal, est évidemment plus yang que le melon qui est plus yin. Alors l'intérêt dans les fruits ou dans les légumes est de savoir si vous êtes, comme je l'ai dit précédemment dans la première conférence, si vous êtes yin ou yang, si vous êtes de constitution yin ou de constitution yang. Et évidemment, il faut au moins avoir cette analyse, cette perception, dès le départ. Nous verrons ça un peu plus tard. Comment savoir si vous êtes de constitution yin ou yang, et aussi comment savoir si vous êtes dans un cycle yin ou yang. Hein, vous pouvez être de constitution yang, mais dans un cycle yin. Et donc, comme nous parlons d'équilibre parfait, dans le sens dynamique, de yin et yang, à tout instant, il est intéressant, il est même vital, souvent vital, et qu'il faut choisir un aliment yang si vous êtes dans une période, dans une séquence yin, ou de constitution yin, et de choisir un aliment yin quand vous êtes dans une période plutôt yang, ou très yang, ou alors vous êtes de constitution yang. C'est l'importance de l'équilibre yin-yang. Plus la maîtrise de cet équilibre yin-yang est fine, affinée, chaque jour, chaque heure, à chaque moment, plus, comme je vous l'ai dit, vous aurez un développement, une constitution de votre santé physiologique, biologique, mais surtout mentale et spirituelle, qui ira en se développant, et notamment qui permettra de développer ce qu'on appelle le jugement, c'est-à-dire les états de conscience. Nous sommes ici dans ce monde dont le but, l'objectif principal est celui du développement des dimensions de la conscience. Et donc, respecter cet équilibre, ou le chercher, c'est avoir un équilibre propre à vous-même, du yin et du yang. Alors, vous voyez que le deuxième critère, c'est la couleur, donc ça, c'est facile. Lorsque vous avez un phénomène ou un aliment qui va du violet au vert dans sa coloration, c'est qu'il est yin. Évidemment, comme vous le voyez, plus vous allez vers le vert, à partir du violet, plus il est moins yin, il va avoir une tendance à aller vers le yang.
Donc prenons par exemple un fruit qui est violet comme les figues ou un légume comme les aubergines. Vous voyez bien que ce sont des aliments très yin, dont l'équilibre est difficile à établir avec le yang, qui est réalisable bien entendu, mais qui demande une certaine expérience et une certaine technicité pour pouvoir faire cet équilibre. Et donc plus vous allez vers le vert, et plus cet aliment, c'est-à-dire ce végétal, sera moins yin. Et en allant du rouge vers le vert, vous avez plutôt un fruit qui est yang, les fruits véritablement rouges, à ne pas confondre avec les fruits qui sont rouge-violet, comme par exemple le chou rouge qui est plutôt un aliment, un, un légume qui est yin et qui n'est pas yang. La betterave, c'est pareil. Donc, violet yin, rouge yang. Et au milieu, nous avons un médium qui est la couleur verte. D'ailleurs, le mûrissement des fruits et même de certains légumes passe par cette couleur pour aller ensuite vers le rouge. Et nous savons que lorsque nous mangeons des pommes vertes qui ne sont pas encore mûres, on a évidemment des diarrhées et d'autres problèmes pour des personnes qui sont déjà fragiles sur le plan de la constitution. Donc, nous voyons qu'avec la couleur, nous pouvons très facilement déceler le yin et le yang d'un aliment ou d'un phénomène. Un piège qui est souvent tendu, c'est celui de la forme et celui de l'unique critère, c'est-à-dire d'un seul critère. Et lorsque vous prenez, par exemple, dans la forme, les poires, et que vous comparez des poires à des fraises, donc des fruits entre eux, de la même catégorie, hein, je rappelle que c'est l'axiome numéro 1, on ne compare que des aliments, surtout des aliments, de la même famille, de la même catégorie, dans la même fréquence. Mais on peut aussi comparer des catégories entre elles. C'est possible. Des végétaux avec les animaux, des légumes avec des fruits. Mais jamais d'extirper un fruit et le comparer avec un légume, ça n'amène, c'est absurde et ça n'amène pas à véritablement faire un équilibre vital concernant évidemment l'humain. Donc dans ce piège avec la poire et la fraise, c'est que vous avez une poire qui a un triangle de forme un peu triangulaire, plutôt avec une base vers le bas, et la fraise qui est le contraire, la base est vers le haut avec une pointe. Malgré la couleur, évidemment on voit que la couleur de la fraise est bien entendu vers le rouge, et la poire vers le vert ou le jaune, ou quelquefois vers le violet, certaines poires qui sont traitées avec des pesticides, vont un peu plus loin dans la coloration, mais néanmoins, si on utilise un seul critère, c'est-à-dire la forme, alors on est piégé. On pense que la fraise est yin, puisque le triangle est inversé, et la poire est yang. Donc c'est un piège, et c'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un seul critère. Jamais. Et donc il faut au moins utiliser 6 ou 7 critères pour pouvoir avoir une certitude, une probabilité très grande du yin ou du yang dans le phénomène ou chez une personne ou pour un aliment. Donc, voilà concernant la couleur. L'odeur. Alors, l'odeur, c'est quelque chose qui demande d'avoir un peu de nez, un peu de perception. En général, très rapidement, quand c'est yin, le prisme de l'odeur est réduit. C'est-à-dire qu'on a une ou deux... dans une odeur, nous avons une ou deux fréquences, ou trois fréquences qui se dégagent,
ce sont souvent des odeurs très fortes, plutôt agressives, qui semblent donc qu'on pourrait qualifier de yang parce qu'elles sont très fortes, mais en réalité, ce sont des odeurs yin. Souvent, si vous comparez ça avec un parfum, vous verrez que les parfums, les meilleurs marchés, ceux qui sont à prix réduit, ou les parfums de bazar, comme on dit, ou même des parfums qui coûtent, vous verrez que souvent ce sont des fragrances, comme on dit, et qui se dégagent et qui sont très fortes parce que ces fréquences viennent de mélanges qui sont faits à partir de produits qui sont des produits de synthèse chimique. Et donc vous avez dans l'odeur, que ce soit un fruit par exemple, ou un légume, ou un parfum, ou même un dégagement, une odeur qui se dégage d'une terre particulière, vous verrez que cette odeur est forte, mais elle est réduite. Elle est presque réduite à une ou deux fréquences, comme on dit, et souvent ce sont des phénomènes ou des produits qui ont été traités par la chimie. La chimie développe la force de l'odeur, mais il n'y a pas de bouquet. Au contraire, quand vous avez un bouquet qui est très étoffé, c'est-à-dire que vous avez une odeur qui n'est pas agressive, une odeur plutôt, une émanation qui a une certaine intensité, mais comme vous le voyez sur la colonne, j'ai mis polychrome, c'est-à-dire qui a une coloration, si on veut traduire ça en couleur, traduire des odeurs en couleur, c'est tout à fait faisable, une polychromatologie, c'est-à-dire plusieurs couleurs, plusieurs odeurs, plusieurs fréquences qui se dégagent, alors vous avez un produit qui est yang. Alors vous pouvez comparer par exemple avec la rose, vous prenez un parfum de rose tiré d'un flacon ou bien tiré d'un produit de synthèse, hein, ou alors l'odeur, l'arôme qui se dégage d'une banane. On peut fabriquer des arômes, comme vous le savez, et les ajouter aux produits alimentaires, et vous avez un arôme qui est très fabriqué dans l'industrie chimique, comme par exemple l'arôme d'orange, l'arôme de banane, l'arôme de caramel, et vous avez aussi l'arôme de certains arômes assez forts, comme l'arôme de lavande qui est quelquefois, ou de menthe qui est utilisé. Et si vous comparez cet arôme-là avec le même arôme à l'état naturel, quand vous, par exemple, vous vous sentez une rose véritablement, vous verrez que non seulement l'odeur est très étoffée, c'est-à-dire que la, la, il y a une succession d'odeurs les unes derrière les autres quand vous sentez une odeur naturelle, c'est-à-dire yang. Toute odeur naturelle est yang, et toute odeur qui est artificielle ou qui a été, j'allais dire, qui représente une émanation morbide, alors vous avez affaire à une odeur yin. Alors, concernant la chaleur, alors là, c'est assez facile. Ce qui est yin, alors il y a une inversion ici dans la colonne, c'est une erreur, mais ce qui est chaud et inflammatoire est yang, et ce qui est froid, ce qui donne le frisson, ce qui glace est yin. Alors c'est très facile. Quelquefois, lorsque vous mangez certains aliments, en dehors du fait qu'ils soient cuits ou non cuits, on peut dire cet aliment est chaud ou cet aliment est froid. C'est très utilisé dans la diététique chinoise, où on parle d'aliments de feu, d'aliments d'eau, ou de tendance feu, tendance eau. Et effectivement, c'est un premier constat qu'on peut faire. Il y a des aliments chauds et des aliments froids. Les aliments froids sont, par exemple, on peut prendre très rapidement des fruits exotiques,
les pommes de terre sont des aliments qui sont froids, et les aliments chauds, eh bien, je prends un exemple rapidement, comme par exemple les châtaignes. Euh, il y a une autre façon de voir la chaleur, c'est la façon dont vous cuisinez. La cuisine, le feu, qui est par essence yang, apporte une chaleur à l'aliment, et donc un aliment froid peut devenir un excellent aliment chaud, à condition d'avoir, bien sûr, l'expérience et la technicité. Vous pouvez aussi, en goûtant, en consommant un aliment, et voir si vous avez un corps assez perceptif, assez sensible, voir que tel aliment froid va vous refroidir et tel aliment chaud va vous réchauffer, et ça, vous pouvez le sentir dans les minutes qui suivent. Dans les minutes qui suivent, vous pouvez sentir un frisson pour des aliments très yin, par exemple, et vous pouvez sentir une forme de chaleur dans les aliments qui sont yang. Concernant l'inflammation, on y reviendra un peu plus tard. Pour ce qui est du goût, le goût c'est très facile, il suffit de goûter, et ce qui est yin est évidemment dans un ordre, je vous les ai donnés dans un ordre dégressif. Ce qui est très yin, c'est le sucré au sens de sucré artificiel. Ce qui est ensuite, c'est l'acide qui indique la, la conformation, la constitution yin du produit, et puis acre, l'âcreté du vinaigre. Pour passer au yang, eh bien, c'est aussi très facile, vous goûtez, et si ça a un goût ferreux, amer ou salé, alors vous allez faire un aliment yang. Évidemment, le goût est un goût, ça doit être un goût naturel, et ce ne sont pas des produits qui sont soit fabriqués, soit reconstitués artificiellement. Ça doit être à l'état naturel. Mais néanmoins, si vous achetez des biscuits et que ces biscuits ont un goût acide ou sucré, vous saurez que ce sont des biscuits qui sont yin, alors que si ce sont des biscuits qui sont beaucoup moins sucrés, qui ont une tendance à être plutôt neutres, alors ce sont des biscuits dont la fabrication a respecté, on va dire, la composition yang des céréales qui composent ces biscuits. Et même chose pour l'amertume et le salé. Un produit qui, par essence, est salé, eh bien, est bien meilleur au niveau du goût que au niveau du yang, pardon, que un produit qui est acide ou acre. Des exemples sont très faciles à obtenir. Lorsque, par exemple, vous mangez un fruit exotique ou un légume très yin, en général, le fruit est exotique et très juteux, évidemment, et très sucré. La quantité de sucre dans le fruit, puisque c'est un fruit, il est normal qu'il soit sucré, mais il existe des fruits qui sont très sucrés, mais qui en réalité cachent quelque part une saveur acide. Et donc c'est ces fruits-là qui sont plutôt très yin. Mais un vrai fruit naturel qui est sucré, à ce moment-là, vous sentirez le goût du sucre, d'un sucre tout à fait doux, mais qui n'a pas cette acidité à la fois dans la bouche, mais aussi au niveau digestif. Pour ce qui est de l'amer ou du salé, eh bien on trouve l'amertume ou le goût salé dans certains légumes, comme par exemple les endives, ou bien d'autres types de légumes, ou d'autres types de produits dans certaines plantes, que l'on peut trouver ce goût assez amer et salé, et qui dénotent
quelque chose de tendance plutôt yang. Donc vous voyez ces critères, ces 5 critères, qui sont des critères très pratiques, permettent déjà à une personne qui n'a pas la connaissance de la subtilité, de la dynamique yin-yang, de l'analyse yin-yang, de la perception du yin-yang, de la connaissance du yin-yang, déjà à l'état naturel, c'est-à-dire sans intervention, c'est-à-dire sans cuisiner, sans préparer, sans cuisiner, sans modifier quoi que ce soit, peut savoir dans son menu alimentaire, la stratégie de son choix alimentaire, de pouvoir déterminer si un produit est yin ou un produit est yang. Même chose pour un phénomène, si un phénomène est yin, un phénomène est yang. Voilà très simplement comment on peut déjà, dans cette première partie, déterminer le yin-yang de façon très concrète, qui fonctionne très bien, et qui est l'authenticité, la véritablement authenticité de la définition du yin et du yang dans le monde dans lequel on vit actuellement au XXIe siècle. On parlera un peu plus tard de cette interprétation du yin-yang dans l'ancien Orient, notamment la Chine, où quelquefois le yin et le yang sont inversés. Nous verrons pourquoi. Et certains acupuncteurs aujourd'hui utilisent cette ancienne interprétation chinoise et ils se fourvoient énormément, notamment à la fois sur les produits alimentaires, sur les plantes, mais aussi sur la physiologie du corps, où ils confondent des organes yin et des organes yang en les inversant dans l'interprétation du yin-yang. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé. Je vous invite à aller sur le blog Le Compas Yin-Yang, et qui complète ces conférences brèves, mais en même temps, ces conférences brèves qui viennent compléter ce qui est écrit dans ce blog, ce que j'écris, et qui est mis à jour assez régulièrement. Je vous remercie et je vous invite à la prochaine conférence.